Attentats, terrain de guerre, accidents graves, agressions physiques, migration forcée, viols. Malheureusement, nous sommes toutes et tous susceptibles de subir un jour un événement qui laissera des séquelles psychiques au long cours. Dans certains cas, l'événement traumatique peut être suivi de multiples manifestations insidieuses, troubles anxieux et dépressifs, phobies, évitements, cauchemars. Et ce, jusqu'au jour où le passé refait vraiment surface, comme un éclair dans le brouillard. C'est à partir de là que le travail de reconstruction peut commencer. Un chemin parfois long et sinueux, mais dont il est possible d'arriver au bout. Je reçois aujourd'hui Masha, une jeune femme qui a souffert d'un syndrome de stress post-traumatique et qui a cofondé l'initiative Hello Psycho, un site de ressources en santé mentale destiné aux jeunes. Cet épisode évoque des sujets sensibles tels que le viol, la dépression, les troubles des conduites alimentaires. Si vous avez besoin d'aide, ne restez pas seul. Vous trouverez des ressources sur notre site placedesciences.fr. En cas d'urgence, faites le 15 ou le 3114. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute. Bonjour Masha. Bonjour. Merci de t'être proposée pour participer à cet épisode. Aujourd'hui, on va parler du syndrome de stress post-traumatique. Est-ce que tu pourrais nous décrire avec tes propres mots ce dont il s'agit ? Oui, donc le stress post-traumatique, c'est une réaction qu'on peut avoir après un événement traumatique dans notre vie, comme une agression ou la guerre, et qui a beaucoup d'impact sur notre vie après, et qui peut nous empêcher de vivre de manière apaisée. Et si tu devais décrire ton trouble en un mot ou une image, ce serait quoi ? Je pense une sorte de trou noir qui t'embarque. Alors, on va revenir un peu sur l'histoire de ton trouble. Est-ce que tu peux nous dire un peu à quel moment et comment ça a commencé ? Donc, quand j'avais 5 ans, je me suis fait violer quand j'étais en maternelle par un surveillant à l'école. Et ensuite, pendant une dizaine d'années, j'ai oublié cet événement jusqu'à mes 16 ans. Et là, je m'en suis rappelée plus ou moins tout en même temps. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des flashbacks, des cauchemars, qui sont des symptômes du stress post-traumatique. Et ces troubles, ils se manifestent de quelle manière ? Donc, ils ne se manifestent plus, mais ils se manifestaient avec énormément d'anxiété, l'impossibilité de se concentrer. Je ne pouvais plus travailler à l'école, des cauchemars, je me réveillais tout le temps la nuit, j'avais du mal à m'endormir, des insomnies, je dormais que la journée. Des flashbacks, c'est-à-dire comme des images qui me venaient tout d'un coup, un peu tout le temps, de manière soudaine, pendant la journée, ce qui m'empêchait aussi de me concentrer et de pouvoir vivre une vie normale. Aussi une peur un peu constante par rapport au bruit autour de moi, si quelqu'un venait me voir par surprise ou me toucher par surprise, ça me choquait énormément. Et entre tes 5 ans et tes 16 ans, il s'est passé quoi sur ce plan ? Donc je ne m'en suis pas rappelée vraiment, comme je n'avais pas de souvenirs ou d'images de ce qui s'était passé. C'est comme si ça s'était vraiment enlevé de mon cerveau, ça s'appelle l'amnésie traumatique. Mais ça avait quand même eu un impact sur ma vie. Par exemple, juste après que ce soit passé, j'arrivais plus à parler à des adultes. Donc s'il y avait des adultes que je connaissais pas qui venaient me voir, avant, j'avais pas de problème à communiquer avec eux comme une enfant. Mais du jour au lendemain, j'ai plus pu leur parler. J'ai aussi fait énormément d'anxiété. Je mangeais mes cheveux et j'avais des cauchemars, des terreurs nocturnes, beaucoup. Donc ça avait quand même eu un impact, même toute petite, même sans me souvenir de ce qui s'était passé exactement. Puis après, quand j'ai grandi, j'avais beaucoup de tristesse. Et au collège, j'ai commencé à avoir encore plus de tristesse, des sortes de dépression qui n'étaient pas diagnostiquées comme telles, mais
en tout cas que maintenant je ressens comme telles, comme des dépressions que j'avais vécues à l'époque. Donc ça avait vraiment un impact très gros sur ma manière de me sentir, aussi sur ma vision de moi-même. J'avais pas du tout confiance en moi. J'avais une image de moi, que ce soit au niveau intellectuel ou au niveau de mon apparence physique, très très négative. Donc ça avait vraiment une influence sur plein de choses sans savoir d'où ça venait. Et à 16 ans, justement, ça s'est manifesté de quelle manière? Comment est-ce que c'est venu à toi? Donc c'était assez surprenant parce que c'est vraiment venu plus ou moins du jour au lendemain, où j'ai eu une sorte de marée de souvenirs d'un coup et qui se sont après un peu décortiqués, qui sont devenus plus clairs. Mais au début, ça a vraiment été plein, plein, plein de choses différentes qui m'arrivent dans le cerveau. Et je sais pas trop ce qui se passait. Je pensais que je devenais complètement folle. Et en même temps, je savais que c'était... Enfin, j'avais pas de doute sur ce qui s'était passé. Mais enfin, je savais que c'était moi, que c'était ce que je voyais des souvenirs. Mais c'était tellement énorme que j'avais l'impression que mon cerveau vraiment comme se divisait, quoi. Genre, c'était horrible. Et donc, oui, du jour au lendemain, j'ai eu plein de souvenirs qui me sont revenus, plein de détails qui après se sont d'ailleurs, j'en ai oublié quelques-uns, il y en a d'autres que je me suis souvenu plus tard, mais j'ai vraiment eu tout d'un coup. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu as eu une prise en charge? Oui, donc en fait, je voyais déjà un psy. En fait, j'ai vu un psy déjà quand j'avais 5 ans justement et quand j'ai changé de comportement par rapport à mon anxiété, par rapport à ma vision des adultes. C'est même l'école qui avait dit à mes parents il faut qu'elle aille voir un psy parce que son comportement a vraiment énormément changé. Donc, j'étais allée voir une psy à cette époque-là, qui avait d'ailleurs demandé si vivais des abus en fait par mon père ou mon grand-père. Et vu que ce n'était pas le cas, elle a dit, enfin en gros, elle est passée à autre chose, comme quoi je vivais pas d'abus. Mais il y avait quand même eu ce questionnement-là. Donc, je l'ai vu pendant plusieurs années. Après, pendant quelques années, j'ai vu personne. Je suis revenue voir un psy à 14 ans. Je suis retournée voir une psy. Et que j'ai vu jusqu'à mes 18 ans. Donc à 16 ans, je voyais déjà une psy, mais je me sentais pas hyper à l'aise avec elle, donc je l'ai pas dit en fait tous ces souvenirs pendant plusieurs mois, mais j'étais prise en charge. Donc tu l'as dit, tu as eu des manifestations un peu qu'on peut appeler comme des flashbacks, des situations d'évitement, aussi ce qu'on appelle un peu de l'hyperactivation, où c'est vraiment cette sensibilité à l'environnement. Et tu as dit aussi que ça avait eu un impact sur l'image que tu avais de toi-même. Il s'est manifesté comment? Est-ce qu'il y a eu des troubles qui sont suivis aussi par rapport à cette image de toi négative? Oui, donc déjà de la dépression qui s'est développée par rapport au fait que j'avais une très mauvaise image de moi, et aussi des troubles alimentaires plus tard. Quand j'avais 18 ans, j'ai développé un trouble alimentaire, mais j'ai mis beaucoup de temps à réaliser que c'était relié à mes traumas, parce que sur le moment, je voyais ça vraiment purement comme une envie d'être plus mince, puis plus belle, et cetera. Et je n'ai fait le lien avec ma pauvre image de moi reliée à mon traumatisme vraiment plus tard. Dans le syndrome de stress post-traumatique, il y a souvent aussi un fort sentiment de culpabilité, de honte, et associé à cette image négative de toi, tu nous as parlé aussi de comportements automutilatoires. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui t'a poussé à te faire du mal? Je pense que quand je me suis rappelée de ce qui m'était arrivé à 16 ans, j'ai vraiment une énorme honte. Donc, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est vraiment me doucher tout le temps. Enfin, super souvent parce que je me sentais sale, je me sentais honteuse, coupable. Et, euh, et aussi, je commençais à m'automutiler. D'abord plutôt pour ressentir une douleur physique plutôt qu'une douleur psychologique. Donc ça me soulageait. Mais aussi, je pense, une partie, c'était pour me punir. Mais principalement, c'était vraiment cette idée que ça m'enlevait mes flashbacks parce que j'avais mal. Donc je pensais plus à ce qui m'est arrivé. J'avais plus de flashbacks ou de cauchemars. J'étais beaucoup plus détendue après. Donc ça, c'était vraiment un cercle vicieux où j'avais besoin de ça à un moment pour me détendre. Puis pour ne plus penser, ça m'empêchait de penser. Et c'était vraiment le seul truc que je voulais, c'est de ne plus penser. Et donc après le lycée, tu as décidé de partir faire tes études au Canada. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette transition entre la France et le Canada, cette nouvelle vie que tu as pu découvrir? Oui, donc j'avais vraiment toujours voulu partir, soit aux États-Unis, soit au Canada, mais vraiment cette envie de partir de la France
qui, encore une fois, je pense qu'avec beaucoup de thérapie, j'ai réalisé que c'était sans doute lié aussi à mon traumatisme, entre autres. Mais donc, je suis partie à 18 ans à Montréal et ça a été vraiment super pour moi de changer d'environnement, de changer de ville, de rencontrer des nouvelles personnes. Donc au début, c'était vraiment top. Mais c'est aussi ça qui m'a poussée dans mon trouble alimentaire parce qu'à la base, je l'ai développé parce que j'avais été acceptée dans l'université et que je voulais avoir un corps plus dans ma tête acceptable pour cette nouvelle vie que je me créais. Et finalement, ça s'est transformé en trouble alimentaire. Et au niveau justement de cette nouvelle vie que tu espérais sur le plan, finalement sur le plan de la dépression, ça s'est développé comment ensuite? En fait, au début, ça allait super bien et je pensais qu'en partant d'où j'étais avant, j'allais plus être déprimée, que ça allait allait aller mieux. Et pendant une période, c'était le cas parce qu'il y avait plein de changements, j'avais plein de trucs qui m'amusaient, c'était vraiment super. Mais au bout d'un moment, ma dépression est revenue parce que en fait, je l'avais pas vraiment traitée. Et donc, elle est revenue au galop et j'étais loin de ma famille. Donc, j'avais été plus du tout prise en charge quand j'étais à Montréal. Donc, j'ai un peu dû traverser ça toute seule pendant une période de temps. Et ces troubles alimentaires, dépressifs, associés à ton stress post-traumatique, est-ce qu'ils ont eu un impact ensuite sur sur le déroulement de tes études? Oui, donc même au lycée, j'ai dû redoubler ma terminale parce que pendant presque un an, je suis pas allée en cours et j'ai été hospitalisée pour ma dépression. Et après, quand je suis arrivée à l'université, j'ai aussi dû prendre des semestres sans aller en cours parce que j'y arrivais pas. Donc j'avais vraiment ce côté de très perfectionniste quand ça allait bien, puis quand ça allait pas, je pouvais plus rien faire. Donc ça a vraiment eu un impact sur ma scolarité assez fort, où j'ai mis beaucoup de temps à finir, ma licence et ce qui était vraiment dur pour moi justement parce que j'avais ce côté très perfectionniste. Donc il y avait vraiment ce mélange des 2 qui était parfois pas très facile à gérer. Et au Canada, de quelle prise en charge est-ce que tu as pu bénéficier? J'ai commencé à avoir une prise en charge en fait, après que j'ai vécu en fait une autre, agression sexuelle. Je suis allée voir un psy qui m'a pas spécialement aidée d'ailleurs et pendant plusieurs mois, je l'ai vu. J'ai de nouveau développé un trouble alimentaire, mais au bout de quelques mois, je partais en échange en fait en Californie et c'est là-bas vraiment que j'ai commencé à vraiment prendre en charge ma santé mentale. Donc j'ai été en traitement, en hôpital de jour en fait pour mon trouble alimentaire, mais en même temps j'avais de la thérapie, je parlais beaucoup de mes traumatismes. Donc j'ai vraiment beaucoup évolué à ce moment-là et j'ai vraiment aussi travaillé sur les vraies raisons de mon trouble alimentaire, pour vraiment pouvoir, aller mieux sur ce plan-là. Et est-ce qu'aujourd'hui ces troubles, du comportement alimentaire, ils persistent encore ou tu te considères comme étant rétabli sur ce plan? Je ne me considère pas comme étant rétablie vu qu'on dit souvent qu'il faut plusieurs années, sans symptômes pour être rétabli, mais ça va très bien sur ce plan-là. Ça fait un an que ça va très, très bien. En fait, j'ai eu pas mal de rechutes, mais là, ça fait vraiment un an que je suis très stable. Donc moi, je me sens, rétablie dans le sens que je me sens très stable avec mon alimentation, mais souvent on considère que ça met plusieurs années pour être entièrement rétabli. Tu as dit aussi que pendant ta prise en charge en Californie, tu as commencé un peu à identifier les raisons de ton trouble du comportement alimentaire. Et ce travail, en fait, sur les raisons que tu identifies, il se déroule de quelle manière? C'est quel type de travail? Quand j'étais en Californie, c'était à la fois, un travail, vraiment centré sur la nourriture, donc des repas, avec des psychologues, mais aussi des groupes de parole, des sessions avec une psychologue et un psychiatre, des conversations, avec, d'autres personnes souffrant de troubles alimentaires qui ont été, très bénéfiques parce qu'on comprend en fait, on s'aidait à mieux comprendre les raisons qui nous avaient fait développer des troubles alimentaires. Et au niveau de la prise en charge de ton stress post-traumatique, ça s'est passé comment? J'ai commencé en fait il y a un an et demi à peu près et c'était une thérapie de désensibilisation. Donc en fait, c'est répéter encore et encore tous les détails de ton traumatisme
Donc, c'était pas très fun sur le moment. Le but, c'est vraiment, de plus on en parle, le moins on est sensible. Donc, le moins on a de ce qu'on appelle des triggers. On n'est plus aussi stressé ou les flashbacks reviennent moins. On est moins sensible, par exemple, quand j'avais des sursauts, si quelqu'un me touchait ou quelque chose. Donc, ça a été vraiment d'abord juste le fait de parler encore et encore des mêmes choses. Donc ça a été vraiment très, très dur parce que ça m'a pas mal redéclenché mon stress post-traumatique qui allait vraiment mieux. Mais c'était un mal pour un bien parce que pendant plusieurs mois, ça a été difficile. C'était pendant le confinement, donc en soi, c'était un bon moment pour me concentrer sur moi. Je n'avais pas de travail, donc je pouvais vraiment me concentrer sur un travail sur moi. Un truc que j'ai beaucoup, c'est que je ne fais pas du tout confiance en mes instincts parce que justement, j'avais suivi en fait cet homme quand j'étais en maternelle. Et donc mon instinct avait entre guillemets été mauvais. Donc maintenant, j'ai énormément de mal à suivre mes instincts, mais pour des trucs vraiment étranges. Par exemple, j'ai du mal à savoir si quand je suis dehors, si je marche sur du plat ou si c'est en montée ou si c'est en descente, quand c'est pas très évident. Donc j'ai besoin de demander à quelqu'un autour de moi, est-ce que c'est plat, est-ce que c'est en montée. Enfin, c'est vraiment des détails, mais ça a un impact vraiment sur ma vie parce que je me fais pas du tout confiance. Mon trouble alimentaire aussi s'est développé en fait parce que j'avais envie que mon corps ne ressemble plus du tout à ce qui ressemblait quand j'étais petite. C'est-à-dire que même au niveau de mon physique, par exemple mes cheveux, j'étais très brune quand j'étais petite. Je me suis fait très, très, très blonde et encore aujourd'hui, je suis vraiment blonde. Le côté que quand j'étais un bébé, un enfant, j'étais toute potelée et pareil quand je me suis fait violer à 20 ans, j'étais aussi potelée et le fait de vouloir avoir un corps très différent de ça, donc vraiment pouvoir un peu me protéger avec un corps qui ne se ferait pas abuser parce qu'il est différent du corps qui avait été abusé petite et plus grande. Donc ça a vraiment été très important pour moi. Mon traitement sur le stress post-traumatique, ça a été aussi d'accepter que mon corps, en fait, n'avait pas de rapport avec mes viols, que c'est pas parce que j'étais plus potelée ou plus brune ou quoi que je me suis fait agresser. Et c'est pas parce que je vais être mince non plus que je vais pas me faire agresser, en fait, que ça n'a pas de rapport avec ça. Donc c'est aussi ce côté de contrôle, de pouvoir contrôler son corps, donc de pouvoir contrôler comment les autres vont le traiter. C'était d'accepter qu'en fait, on peut pas contrôler comment les autres vont le traiter. Et ça, c'est extrêmement anxiogène. M'accepter comme je suis, en fait, et que je peux pas trop avoir de contrôle là-dessus. Et aujourd'hui, sur tous ces plans, est-ce que tu bénéficies toujours d'une prise en charge? Oui, je continue à avoir une psychologue une fois par semaine et une nutritionniste une fois par mois. C'est vraiment plus pour un suivi, pour être sûr que je rechute pas. Et la psychologue, pour moi, c'est aussi très important. Le fait de voir quelqu'un à qui je peux parler de ce qui se passe dans ma vie, que ce soit même très, très positif ou négatif, ou ni l'un ni l'autre, c'est vraiment très, très soulageant pour moi d'avoir cet espace pour pouvoir prendre soin de moi. Et ces troubles, ils ont eu quelles répercussions sur ta vie quotidienne, sur tes relations familiales, sur tes relations amicales, sentimentales? Mes troubles alimentaires ont eu un énorme impact. Je pense que c'est celui qui a eu le plus d'impact sur ma vie quotidienne avec mes proches parce que il y avait vraiment cette bataille quotidienne de mange et moi je voulais pas manger. Donc que ce soit avec mes différents copains à différents moments de ma vie ou mes parents ou même mes amis, ça a toujours été eu un impact énorme, surtout que ça avait un énorme impact aussi sur ma personnalité, sur comment j'étais. Mon stress post-traumatique a aussi beaucoup eu d'impact sur le fait de vouloir voir des gens. J'étais vachement isolée. Ma dépression, pareil, je voulais voir personne. Je voulais plus sortir. Je voulais juste rester dans mon lit toute la journée, soit par dépression, soit parce que j'avais peur d'aller dehors. Donc ça a vraiment eu beaucoup d'impact. Après, j'ai vraiment eu des proches géniaux. J'ai toujours eu des proches absolument incroyables, que ce soit mes parents, mes amis. Tout le monde a toujours été hyper là pour moi, très compréhensifs, surtout mes parents qui ont toujours été hyper compréhensifs sur la santé mentale. Ça a été vraiment, je pense, très, très important pour mon développement et pour mon rétablissement. Et du fait des événements que tu as vécus quand tu étais plus jeune et de tes troubles qui en ont suivi, on peut se poser la question justement de comment ça se passait au niveau de tes relations amoureuses. Donc ça a vraiment eu un gros impact sur le fait que déjà de base, je voulais vraiment plaire aux garçons parce que je manquais complètement confiance en moi. Donc je prenais vachement cette confiance en moi de par le regard des autres et surtout des garçons.
et avec mes amoureux à différents moments, ça a vraiment eu quand même beaucoup d'impact sur notre intimité, le fait que j'étais quand même assez anxieuse avec tout ce qui avait rapport avec la sexualité, etc. Donc ça a été assez difficile pour moi à gérer, mais j'ai toujours eu des amoureux hyper compréhensifs et qui prenaient leur temps et qui me brusquaient jamais. Ça a été aussi super positif. Et aujourd'hui, est-ce que tu considères que tu as réussi à te réconcilier avec toi-même? En grande partie, ouais. Oui, oui, oui. En grande partie, oui. Et c'est très agréable. En fait, je me sens beaucoup plus apaisée. Et même là, ça faisait 1 an et demi que j'étais pas rentrée en France, donc ma famille et mes amis m'avaient pas vue. Et il y a 1 an et demi, j'étais beaucoup dans mon trouble alimentaire. Et les gens me disent: «Tu as l'air tellement mieux avec, enfin, tu as l'air tellement plus apaisée, mieux avec toi-même». Enfin, il y a vraiment une différence, il y a aussi une lumière en moi qui n'est plus là quand je suis dans mon trouble alimentaire ou quand je suis dans ma dépression, qui est là quand je vais bien et ça se remarque et moi, j'adore aussi parce que c'est ça ma personnalité et j'aime bien quand je suis, qui je suis vraiment. Donc aujourd'hui, tu vis, au Canada et est-ce que tu remarques une différence, avec la France concernant l'image qu'on a de la santé mentale, la manière d'en parler, et la manière dont c'est, perçu par la société au Canada? Oui, je pense qu'on est pas mal plus avancé au Canada sur ce sujet-là qu'en France, dans le sens où on en parle plus, de la santé mentale, pas assez à mon goût, mais quand même, il y a beaucoup de ressources, dans les médias, on en parle beaucoup. Dans les universités, il y a énormément de choses qui sont mises en place pour les jeunes. Pareil, pas assez, mais quand même. Donc il y a vraiment une, vision beaucoup plus décomplexée de la santé mentale, beaucoup plus dans la prévention qu'en France et pas seulement dans la prise en charge après qu'il y ait des troubles, et aussi dans cette idée de la santé mentale, pas seulement, reliée aux maladies mentales, mais aussi juste au bien-être et au fait d'aller bien. On peut toujours aller mieux, donc beaucoup, sur la méditation, sur, le self-care, donc vraiment pas la santé mentale seulement médicalisée et ça, je pense que c'est une assez grosse différence avec la France. Ensuite, par rapport aux troubles du comportement alimentaire en particulier, le Canada est vraiment plus avancé que la France. Je pense que la France est très en retard sur la vision, même que les médecins ont sur les troubles alimentaires, sur cette idée qu'une personne souffrant de troubles alimentaires est nécessairement une fille, nécessairement maigre et nécessairement blanche, alors que la plupart des personnes qui souffrent de troubles alimentaires ne ressemblent pas à ça. Beaucoup de gens y ressemblent, mais pas du tout la majorité. Et au Canada, je pense que ça a été plus compris qu'en France, même si c'est pas suffisamment compris pour l'instant non plus. Mais en France, même pour en avoir parlé avec des médecins et des psychologues, parfois je suis vraiment étonnée de la vision que les psychologues même peuvent avoir. C'est quand j'en parlais, c'est mais toi tu manges beaucoup ou peu, t'es quel type de trouble alimentaire? Et alors que ça fonctionne pas du tout comme ça. Enfin, c'est bien plus compliqué. Donc toujours un peu étonnant comme vision même des professionnels de la santé mentale sur les troubles alimentaires en France. Et à propos plus largement des violences, sexuelles, on entend souvent des réactions totalement, absurdes et idiotes sur le fait que, la victime n'avait qu'à, finalement, bah, s'enfuir et se débattre. Et toi, pour avoir vécu justement des traumatismes, de ce type, qu'est-ce que tu as à répondre finalement à ces absurdités? Moi, ça me choque toujours beaucoup parce que en fait, on contrôle pas du tout. Quand quelque chose se passe de traumatisant, on a l'impression de pas du tout pouvoir contrôler ce qu'on fait. Donc certaines personnes vont s'enfuir, certaines personnes vont se battre. Beaucoup de gens vont se paralyser et plus pouvoir, bouger et c'est aussi une manière de survivre, en fait, parce que dans beaucoup de situations, le fait de se débattre ou de s'enfuir pourrait être vraiment plus dangereux. Moi, quand j'avais 20 ans en particulier, les personnes avaient un couteau. Donc, si je m'étais débattue, je serais sans doute potentiellement morte. Donc, le fait de pas m'être débattue était, vraiment la meilleure chose à faire. Mais c'est pas moi qui l'ai fait. Enfin, c'était vraiment mon cerveau en mode automatique qui s'est paralysé. Et pareil, quand j'étais petite, j'étais complètement paralysée dans ce qui se passait. Et même maintenant, aujourd'hui, ça a vraiment eu un impact parce que dès qu'il y a quelque chose qui me stresse, pas un traumatisme, mais quelque chose qui m'angoisse, je vais souvent me paralyser
Et donc je pense que c'est vraiment absurde de dire aux victimes de pourquoi vous n'êtes pas débattues ou vous n'êtes pas enfuies alors que déjà on ne contrôle pas ce qu'on fait. Et en plus, ça peut être encore plus dangereux de se débattre ou de s'enfuir. On voit assez souvent aussi des personnes qui finalement méprisent les personnes qui ont vécu un traumatisme en leur disant que ce ne serait pas possible d'oublier en fait un événement aussi choquant pendant des années pour ne s'en souvenir que 10, 15, 20 ans plus tard. Il y a même des personnes qui disent que ces personnes inventent finalement les événements un peu pour se victimiser, pour se mettre en valeur. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça aussi? C'est toujours très choquant pour moi de voir ça parce que déjà je le prends un peu personnellement, même si je ne devrais pas, comme très invalidant. Mais aussi, en fait, ça concerne énormément de monde qui vit des violences sexuelles, qui oublie pendant quelques mois, quelques années, quelques dizaines d'années. Parce qu'en fait, le cerveau est hyper intelligent, donc il veut nous protéger. Il n'a pas envie qu'on se souvienne de choses qui sont vraiment horribles. Donc en fait, c'est une manière de nous protéger et qu'on survive à des événements qui pourraient nous tuer ou, entre guillemets, il nous fait nous le rappeler que quand on est prêt. Enfin, moi, c'est ce que je pense, que c'est vraiment seulement quand on peut le supporter qu'on s'en rappelle. Il nous fait oublier ce qu'on a vécu, mais ce n'est pas nous qui décidons d'oublier du jour au lendemain. Donc je pense que c'est vraiment aussi important au niveau social de réaliser à quel point, l'amnésie traumatique est courante et difficile à vivre et que les victimes qui vivent ça aient un meilleur soutien, dans leur parcours. Et dans cette démarche d'informer sur la santé mentale, notamment pour faire de la prévention auprès des jeunes, tu as fondé récemment l'association Hello Psycho. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous dire ce que vous y faites, pourquoi vous avez lancé ce projet et les projets que vous avez pour les mois et les années à venir? Donc pour l'instant, Hello Psycho, c'est surtout un site, web avec, beaucoup d'informations pour les jeunes, spécifiquement pour les, 13-17 ans, donc avec un langage, très, facile, avec beaucoup d'images, beaucoup de couleurs, très interactif, ciblé pour les adolescents. Donc sur la santé mentale, à la fois sur, les émotions, sur, les différents événements qu'on peut vivre à cette époque-là, par exemple les ruptures amoureuses, la jalousie et cetera et des choses plus graves comme, les agressions sexuelles, le harcèlement scolaire et cetera et aussi toute une partie conseils pour la santé mentale, vis-à-vis, par exemple, de l'anxiété, des troubles alimentaires, comment mieux les gérer et tout ça, ça a été revu par, différents psychologues parce qu'on voulait évidemment que ça soit, que tout ce qu'on écrive soit juste, soit bien dit et donc on a créé ça, le site et ensuite, on aimerait, faire des interventions dans les écoles. Donc utiliser, nos expériences parce que ma collaboratrice Victoire et moi-même, donc avons toutes les 2 vécu des troubles psychiques. Donc on aimerait utiliser nos expériences pour, éduquer, les ados, mais pas d'un point de vue médical, vraiment d'un point de vue nous qui l'avons vécu, qui sommes encore jeunes, qu'est-ce qu'on aimerait, dire aux adolescents, donc pour qu'ils se sentent moins seuls et en même temps les éduquer sur les bases de la santé mentale. Parce qu'on réalise aussi beaucoup que quand ça vient d'autres jeunes et de personnes qui ont vécu des troubles ou pas seulement des troubles, mais aussi juste qui sont ouverts sur leur santé mentale, les adolescents écoutent, peut-être mieux qu'avec des médecins. Donc du moment que tout est vérifié par des médecins, que ce qu'on dit c'est véridique, c'est bien dit, je pense que c'est très important de pas seulement avoir cette approche médicalisée de la santé mentale, mais aussi un aspect plus humain auquel je pense les adolescents, de ce que j'ai pu voir avec les conversations avec eux, ils y connectent mieux quand c'est des personnes avec qui ils peuvent se quand c'est avec des personnes avec lesquelles ils peuvent s'identifier. Et du coup, comment est-ce que vous pensez développer ce projet à l'avenir? On essaie de faire des partenariats, avec différentes associations. On a commencé entre autres avec, l'UNAFAM, peut-être des conférences, aller dans des lycées, pour, justement parler de la santé mentale, de ce point de vue de personnes, rétablies ou en rétablissement. Donc ça, c'est nos futurs projets, continuer aussi à faire des vidéos pour le site parce qu'il y a des vidéos témoignages sur le site, donc continuer à en faire plus. Puis toujours alimenter le site avec, toujours plus d'informations, toujours plus de sujets. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui ont traversé des épreuves similaires à celles que tu as vécues? Oui, je pense, enfin, on est tous différents, mais, déjà, je pense ce rapport avec la honte, donc réaliser que la honte ne devrait pas être sur nous, personnes survivantes,
d'agressions sexuelles ou d'autres types d'agressions. Enfin, la honte ne devrait jamais être sur nous. Ça devrait toujours être sur l'agresseur. Donc vraiment se rappeler ça, même si ça peut être extrêmement difficile parce que c'est tellement facile de ressentir de la honte. Et je pense que quand on ressent de la honte sur nous, même au lieu d'être sur quelqu'un d'autre, il y a une sorte de forme de contrôle parce qu'on a notre colère contre soi-même et non pas sur l'autre. On a l'impression de pouvoir mieux contrôler ce qu'on fait. Ensuite, je pense que vraiment avoir de la compassion envers soi-même sur le fait que ça peut prendre du temps pour aller mieux. Et c'est normal si ça prend du temps. Et même si peut-être qu'il y a des gens autour de nous qui vont pas comprendre pourquoi ça nous prend autant de temps, c'est important de prendre le temps qu'il faut. Et je pense aussi surtout d'en parler, que ce soit à des proches ou à des professionnels. En tout cas, en parler aussi par rapport à cette idée de la honte. Le plus on en parle, le moins on a honte. Le silence est le meilleur ami de la honte. Donc, parler, c'est vraiment une très bonne manière de lutter contre ça. Et puis aussi pour recevoir du soutien, parce qu'on mérite tous d'aller bien et de recevoir du soutien de nos proches. Et c'est important de le demander, ce soutien. Peut-être que tout le monde ne va pas être réceptif et comme on le souhaite, mais il y aura toujours quelqu'un qui le sera. Et sinon, il y a des psychologues qu'on peut contacter ou des lignes de téléphone il y a plein de ressources qui peuvent nous aider. Donc, c'est vraiment en parler, ne pas rester seul. Et au-delà de la personne qui vit ces troubles, est-ce que tu aurais des conseils aussi à donner à l'entourage? Déjà, se rappeler que on peut être là pour quelqu'un et c'est vraiment super beau d'être là pour quelqu'un, mais c'est pas à nous de sauver, enfin, c'est pas à l'entourage de sauver la personne. C'est très important d'être bienveillant et de soutenir la personne, mais aussi de se rappeler qu'on peut pas la changer. Donc, se déculpabiliser aussi de si quelqu'un ne va pas bien, avoir l'impression qu'on peut rien faire, ne pas avoir, cette culpabilité qu'on n'y arrive pas. Je pense aussi être patient envers, la personne qui souffre parce que c'est vraiment difficile d'aller mieux, d'avoir de la patience, mais aussi de respecter ses propres limites. Donc on peut être patient, mais parfois c'est trop pour nous, puis d'accepter que on peut pas toujours tout accepter ou on a besoin de temps pour soi et on ne peut aider les gens que si nous, ça va relativement bien ou en tout cas, il faut prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Donc ça, c'est très important. Surtout quand on a quelqu'un de très proche qui va mal, c'est tellement, entre guillemets, «facile» de plonger avec eux et de vouloir être tout le temps là et puis pas du tout prendre soin de nous, puis de se sentir mal si on prend soin de soi-même. Mais en fait, on ne peut aider que si on prend soin de sa propre santé mentale. Ensuite, je pense s'informer, surtout sur les troubles psychiques. Si quelqu'un souffre de troubles psychiques, parfois on va pas du tout savoir ce que c'est et c'est tout à fait normal parce qu'on peut pas savoir tout sur tout et accepter de pas savoir puis de se renseigner. Il y a des sites, il y a ou même de demander à la personne, en face de nous si elle peut mieux nous expliquer ce qu'elle est en train de vivre ou si la personne ne peut pas se renseigner soi-même, ou si on a peur que quelqu'un souffre de quelque chose mais que la personne ne s'en rend pas compte. Vraiment ce côté de se renseigner, de ne pas avoir peur de poser des questions bêtes aussi, de demander à la personne de quoi elle a besoin, mais lui demander, pour qu'elle soit aussi agente de son propre bien-être. Donc si on lui demande comment aller mieux, ça lui donne une agentivité et aussi ça nous permet de mieux les aider plutôt que juste, de faire ce que nous semble mieux. Si tu devais te décrire en un mot, ce serait quoi? Je pense bienveillant, ce serait le mot que j'utiliserais pour me décrire. Et aujourd'hui, est-ce que tu as terminé tes études? Oui, j'ai terminé mes études il y a 1 an et demi. Maintenant, je travaille pour, une fondation à Montréal qui, enseigne l'histoire des génocides aux lycéens. Et sur le plan, professionnel ou personnel, est-ce que tu as des projets pour les années à venir? Oui, j'aimerais beaucoup, travailler en santé mentale, en prévention, développer des projets, de prévention donc d'où la raison pour laquelle j'ai créé l'Opsycho, mais j'aimerais faire ça, dans d'autres, initiatives aussi, comme métier, dans quelques années, ouais. Et tu as parlé tout à l'heure de demander à la personne, ce qui pourrait lui faire du bien. Et toi aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui t'apporte du plaisir? Je pense passer du temps avec mes proches, ça c'est vraiment le Covid. Pour moi, ça a été, très important parce que justement je vivais à Montréal donc je ne voyais que mon copain. Je n'ai pas vu mes parents ni mes amis depuis, 1 an et demi. Donc passer du temps avec mes proches, j'ai réalisé à quel point ça me faisait du bien. Aussi,
Je fais beaucoup de vélo. C'est vraiment une manière de me vider la tête. Mais j'ai vraiment attendu d'être bien dans mon alimentation pour pouvoir faire beaucoup de sport. Ça m'aide vraiment à me vider la tête, me promener, tout ce qui est être en extérieur, au soleil, c'est toujours là où je me sens le mieux. Puis aussi prendre du temps pour moi, pour me détendre aussi, ça pas avoir honte si je passe même parfois une journée entière à regarder une série ou quelque chose, juste accepter que j'ai besoin de ça à certains moments. Et si tu avais un message à faire passer aujourd'hui, ce serait quoi? Qu'il faut prendre soin de sa santé mentale avant que ça aille mal, et qu'il faut qu'il y ait des choses mises en place pour qu'on puisse le faire, et qu'on en parle beaucoup plus, qu'on voit la santé mentale comme aussi importante que la santé physique et pas seulement dans le terme de maladie, mais aussi juste dans le terme de bien-être. Parce que même si on va bien, on peut toujours aller mieux. Et si on va pas bien, on peut aller bien. Donc, prendre soin de sa santé mentale comme de sa santé physique. On nous conseille de manger 5 fruits et légumes par jour et de marcher 30 minutes à tous les jours, enfin, ou de faire du sport régulièrement. Mais c'est pareil pour la santé mentale, même si ça va bien et qu'il n'y a pas de problème, je pense qu'on peut tous s'aider soi-même et prendre soin de nous à tout moment. On arrive au terme de cet entretien. Donc il me reste à te remercier énormément d'avoir partagé avec nous ton parcours et tes expériences. Et on te souhaite tout le bien possible et la pleine réussite dans tous les projets dont tu nous as parlé, qui sont de très beaux projets et comme tu l'as dit, très bienveillants, ce qui correspond à ta description. Merci beaucoup. Merci. Vous venez d'écouter Les mots bleus, un podcast de Place des Sciences. La musique a été composée par Alex Rocher, les illustrations sont de Manon Combe. Si vous souhaitez partager votre expérience avec nous, vous pouvez nous écrire à podcast@placedesciences.fr. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Encore une fois, si vous vous reconnaissez dans un témoignage ou ressentez un mal-être psychique et avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à consulter un professionnel ou à vous rapprocher des associations de patients. Des ressources sont également disponibles sur notre site placedesciences.fr. Merci encore et à très bientôt.